Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce petit déjeuner aux 50. Alors, aux 50, on est à peu près une petite dizaine à être venus en présentiel, une petite dizaine de courageux qui sont venus faire la fameuse opération café chouquette. Je gagne un petit peu de temps parce que comme ça vous permet d'entrer doucement dans ce webinaire. Le thème d'aujourd'hui, c'est tout savoir sur les commissions des impôts et j'ai la grande chance d'être magnifiquement accompagnée. Et pour une fois n'est pas coutume, je vais vous laisser vous présenter peut-être Madame Batz et puis après on fera une petite présentation globale. Bonjour à tous, donc je suis Marie Batz, inspectrice des finances publiques. Je suis secrétaire à la commission des impôts directs et de TVA de Paris. Voilà, je remplace ma responsable de service, Madame As, qui est excusée, avec mon collègue. Oui, bonjour, Éric Perbet. Donc, je m'occupe plus spécifiquement du suivi et de la gestion des saisines des 4 commissions. Et principalement, je m'occupe aussi de la constitution donc, du collège des membres pour les 2 commissions qui vous intéressent particulièrement, c'est-à-dire la commission impôt direct, taxe sur le chiffre d'affaires de Paris et la commission nationale impôt direct, taxe sur le chiffre d'affaires. Merci beaucoup. Éric? Oui, oh, pardon. Delphine. Alors, bonjour à tous. Donc, je suis Delphine Cabon, élue au Conseil régional de l'Ordre des experts comptables de Paris-Île-de-France et également, je suis en charge de la commission des impôts, puisque vous savez, on va en parler longuement ce matin, les experts comptables donc siègent à la commission des impôts, commission départementale, commission nationale et donc, eh bien, je suis en charge de la relation entre la DGFiP et l'Ordre des experts comptables pour la représentation des experts comptables au sein de ces commissions. Merci Delphine. Éric? Bonjour à tous, donc je suis Éric Labonne, je suis chef d'entreprise spécialisé dans le domaine des formalités légales et la paye et je suis représentant dans les commissions fiscales pour le compte de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris et la CPME concernant la parité professionnelle. Merci beaucoup. Donc, vous voyez qu'on a une super équipe, une super table ronde. L'objectif aujourd'hui, c'est 2 objectifs. Le premier, c'est un petit rappel pour nous, experts comptables, du rôle et du fonctionnement des commissions des impôts. Moi, à titre personnel, quand j'ai un petit souci avec l'administration fiscale à la suite d'une vérification de comptabilité, je ne sais jamais si je peux saisir quelle commission, quel impôt, quel rôle, etc. Donc, le premier rôle est de nous rafraîchir les idées concernant ces modalités pratiques de saisie des commissions. Après, on va vous parler aussi du rôle de l'expert comptable qui assiste son client. Et si j'ai bien compris, on est peu nombreux, nous les experts comptables, à venir accompagner nos clients et c'est bien dommage parce que nous avons beaucoup de compétences et j'espère qu'après ce webinaire, vous accompagnerez vos clients devant ces commissions-là. On va vous donner aussi quelques statistiques en termes d'impôts, de redressement. Là, on est tous en train de terminer nos bilans parce que évidemment, on est fin mars, on a tous terminé nos bilans. Bon, évidemment, c'est une plaisanterie parce que parfois, on ne comprend pas bien mes plaisanteries, mais bon, bref. Nous sommes donc face aux comptabilités de nos clients. Et là, avec quelques exemples, ça pourrait nous donner 2-3 idées en termes d'arrêté bilan et le fonctionnement des commissions. Alors, je te laisse la parole, Delphine. Je vais peut-être te laisser d'ailleurs la zapette aussi. Ah. Oui, très bien. Comme ça, tu seras voilà, très bien. Indépendante. Bon, parfait. Alors, donc, eh bien, je vous propose tout d'abord de commencer par une petite introduction pour déjà situer un peu le sujet et vous indiquer qu'en fait, il existe un certain nombre de commissions administratives qui peuvent être sollicitées donc en fonction des situations. Alors, la plus importante, je dirais, par rapport à la taille des entreprises qui peuvent la saisir. Donc, il s'agit de la Commission nationale des impôts, puisque vous savez, on a la Commission des impôts, elle peut être saisie
par les entreprises jusqu'à une certaine taille au niveau du département et enfin au niveau du département, quoique maintenant on a eu des regroupements de départements, donc il ne s'agit plus vraiment de départements, mais en tout cas localement. Et puis pour les entreprises les plus importantes, donc qui dépassent un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros, eh bien c'est la commission nationale qui doit être saisie donc par ces entreprises. Et on verra tout de suite dans quelle mesure, à quel moment du contrôle fiscal on fait appel, on saisit ces commissions. À côté de, de la commission des impôts, eh bien, nous avons également un comité consultatif du crédit d'impôt recherche. Et donc ça, c'est assez nouveau, hein, puisqu'il existe depuis peu de temps, 2019, 2017. 2017, D'accord. Donc on va vous en dire 2 mots également parce que c'est récent. Et puis la commission de conciliation. Et donc là, on ne parlera pas de cette commission ici, mais c'était pour vous indiquer voilà, les différents types de commissions consultatives qui existent. J'en profite, comme tu fais une mini pause. Oui. Bien évidemment, vous connaissez ce format des rendez-vous aux 50. Vous posez toutes les questions que vous voulez et à distance. Hein, je surveille le chat et à distance et sur place si vous le désirez. Alors, juste pour vous présenter donc ce comité consultatif des crédits d'impôt pour dépenses de recherche. Donc, sachez que eh bien, ce comité examine les litiges donc, qui concernent le crédit d'impôt recherche. Alors, à la fois sur l'aspect éligibilité des projets et donc, lorsque l'on est sur ce point-là, généralement, on fait appel au ministère de la Recherche hein, qui est expert et pour pouvoir déterminer si les projets donc, qui font l'objet de crédits d'impôt recherche eh bien, sont éligibles, hein, puisqu'on a un certain nombre de critères qui doivent être respectés. Et puis, on a également des problématiques liées au calcul, à la détermination du crédit d'impôt recherche, à l'affectation du personnel de recherche, aux amortissements, etc., qui rentrent dans le calcul, dans la base de calcul du crédit d'impôt recherche. Voilà, donc là, vous voyez quelques statistiques donc, par rapport à ce type de dossier. Donc, je vous laisse en prendre connaissance. Et puis, de toute façon, vous aurez les slides. Hein, Bien évidemment, vous avez des slides et il y a un replay qui est disponible. Voilà. Alors, je vois les statistiques. Là, 85% des avis favorables à l'administration. C'est compliqué le crédit d'impôt recherche. Hein. Oui. Quand on arrive devant le comité, effectivement, bon, il faut se dire qu'il y a quand même 15% de chance de pouvoir avoir un gain de cause. En tout cas, ça permet aussi d'échanger avec l'administration fiscale, d'échanger avec le ministère de la Recherche, et ça peut quand même être positif. Bon, même si au final, voilà, on n'a pas toujours gain de cause. La particularité de ce comité, c'est que l'avis de l'expert est déterminant. Parce que c'est très technique. Donc, souvent, c'est l'expert qui décide le sens de l'avis. Oui. Donc, voilà pour ce comité. Alors, voilà, là, on vous a mis quelques photos de la commission des impôts de Paris, donc la commission nationale et la commission départementale. Voilà, c'était pour vous indiquer. Donc, ça se situe, voilà, exactement, à côté de la place Saint-Sulpice, au service du contentieux fiscal. Et donc, voilà. L'entrée est au 73 rue Bonaparte. C'est pour ça. Voilà, on n'a pas mis la place. C'est pas sur la place. C'est pas, c'est pas directement sur c'est pas l'entrée qui donne sur donc la là, place Saint-Sulpice. Concrètement parlant, Delphine, si on se dit j'accompagne mon client, c'est là qu'on va. C'est là qu'on va, exactement. C'est intéressant parce que du coup, on voit que c'est une salle. C'est pas comme une salle d'audience. Donc, c'est pour ceux qui éventuellement auraient peur de se dire tiens, je vais aller en commission. Faut pas avoir peur. Vous voyez, c'est un bureau en fait. C'est un bureau carré. Ça fait pas peur, quoi. Voilà, faut pas se dire j'ai peur d'y aller, j'y vais pas. Voilà, c'est pas un tribunal. Voilà, exactement. Et donc, il faut effectivement ne pas hésiter à accompagner ses clients dans le cadre de ces commissions. Alors, la commission des impôts, et on va voir tout de suite comprendre son fonctionnement et les raisons d'y participer. Alors, quel est le rôle de l'expert comptable par rapport dans le cadre de ces commissions? Il peut avoir différents rôles. Il peut assister son client,
donc qui va saisir donc la commission, donc là, il va peut-être être là pour défendre le dossier de son client donc face à cette commission. Autre rôle qu'il peut avoir, évidemment, il ne peut pas cumuler le même rôle lors d'une même séance. Il peut également siéger en qualité de membre de la commission, puisque la commission est composée donc de membres qui représentent le contribuable et de membres qui représentent la DGFiP, et la commission est présidée par un magistrat. Et à côté de ce magistrat, donc, on a un expert comptable. Sa présence est prévue par les textes, et donc, eh bien, il siège donc au niveau de la formation de la commission. Et puis, un troisième rôle qu'il peut également avoir, il peut également siéger au niveau de la représentation professionnelle. C'est-à-dire, alors là, on est plutôt sur des sujets où peut-être le contribuable va être un cabinet d'expertise comptable, pourquoi pas, et il peut demander l'assistance d'un confrère, et donc qui va être de son syndicat professionnel. Et donc, c'est pour ça qu'à ce titre, on peut avoir un expert comptable dans la parité professionnelle. Bon, enfin, c'est pas très fréquent. Non, c'est pas fréquent, mais ça arrive de Ouais. temps en temps. Voilà. Dernièrement, on en a eu un expert comptable qui a été contrôlé. Oui. Bon, ça arrive. Oui, Voilà, voilà. pas de problématique particulière. Alors, pourquoi la commission des impôts? Eh bien, lorsqu'une entreprise est en contrôle fiscal, donc elle reçoit, bon, le contrôle se passe, elle reçoit une proposition de rectification, elle va répondre, l'entreprise, avec l'aide de ses conseils, à cette proposition de rectification pour essayer d'obtenir une réduction peut-être de cette proposition de rectification. Et là, l'administration fiscale, elle va répondre aux observations du contribuable, et parfois, eh bien, elle n'est pas d'accord, enfin, assez souvent, on va dire. Donc, eh bien, dans cette situation, quel est le recours du contribuable, de l'entreprise? Eh bien, elle peut alors avoir un recours hiérarchique pour pouvoir aller discuter avec le supérieur hiérarchique de l'inspecteur, voire au niveau départemental, au niveau de l'interlocution, mais elle peut également saisir la commission donc des impôts, et ça va être la dernière étape au cours de laquelle elle va pouvoir avoir un échange contradictoire avec l'administration fiscale et avec les membres de la commission, puisque passé cette étape, eh bien, c'est le contentieux fiscal qui va s'ouvrir, et donc là, c'est le tribunal administratif, et donc là, on n'a plus d'échange oral eh bien, dans ce cadre pour pouvoir défendre ce dossier. Donc, il est quand même intéressant de passer par cette étape afin eh bien, de pouvoir échanger, défendre ses arguments, donner ses arguments, et en tout cas avoir un échange avec d'autres personnes de l'administration fiscale qui sont dans la commission, et puis le magistrat, puisque eh bien, c'est lui qui mène les débats et qui préside la commission. Oui, le président de séance est un magistrat du tribunal administratif et de la cour d'appel, si je ne me trompe pas. Oui. On est bien d'accord. En national, c'est un conseiller d'État aussi qui préside. Oui. Mmh. Alors là, je vous ai fait un petit schéma pour concrétiser ce que je viens de vous dire, et pour vous donner un petit peu les délais de recours de la commission fiscale. Donc, vous voyez au niveau de la réponse de l'administration suite aux observations du contribuable suite à la proposition de rectification. Donc, à partir du moment où votre client reçoit la réponse de l'administration fiscale, eh bien, l'entreprise a 30 jours pour saisir la commission départementale des impôts. Et puis ensuite, eh bien, là, on n'a pas vraiment de délai qui va encadrer la concrétisation de cette procédure. Et donc, là, ça dépend d'un certain nombre de sujets. Ça dépend si l'entreprise a fait appel au recours hiérarchique entre-temps, parce que dans ce cas, eh bien, la commission des impôts va peut-être attendre d'avoir eh bien, les conclusions de ce recours hiérarchique ou de cette interlocution pour pouvoir. Il n'y a pas d'ordre. Voilà, il n'y a pas vraiment d'ordre. C'est le choix de l'entreprise. Oui. Soit elle demande la commission avant les recours, ou soit elle demande les recours avant la commission. Et eh bien, en fonction des situations,
il y a un certain délai qui peut se passer pour que la commission se tienne en séance. Concrètement Ouais. parlant, on reçoit la proposition de rectification, on répond, on est en désaccord sur la réponse, il y a 3 voies de recours, Oui. le supérieur hiérarchique, l'interlocuteur départemental et la commission des impôts. Exactement, et ça doit se faire dans les 30 jours de la Voilà, il y a réception des délais. de la réponse de l'administration. Donc, il ne faut pas dépasser ce délai. Dans Il les faut 30 pas, jours, voilà. on saisit les 3 ? On peut saisir les 3, enfin en tout cas les 2, le recours hiérarchique et la commission des impôts. Et puis, ou alors on peut saisir directement l'interlocuteur départemental, mais on ne fait peut-être pas les 2 en même temps. Enfin, pour le recours hiérarchique, c'est soit l'un soit l'autre, soit l'un après Généralement, l'autre. C'est sur la même lettre, c'est sur le même courrier. La Oui. société Oui. demande les 3 sur la Ah oui, même elle demande les 3 ouais, d'un coup. ouais. Bon, bah, alors, on peut Ce qui démontrer. permet de tenir Voilà. le délai de 30 jours. Oui. Sinon, le risque, c'est de 30 jours, ça passe très vite. Imaginez, vous recevez l'avis de réception le 27 juillet, c'est mort, quoi. Ah bah Pour les ça, 30 oui. Pour les 30 jours, ça peut arriver, hein. Donc, on met tout dans la même lettre, comme ça, au moins, affaire classée, quoi. Oui, oui, oui. Et donc, on a des statistiques entre la saisine de la commission et l'avis de la commission, vu qu'il n'y a pas de délai, pas de délai. Non, alors, on a des statistiques sur une partie du délai, c'est-à-dire que entre le moment où la commission est saisie et le moment où non, alors pas au moment où il y a un avis, au moment où vous recevez le rapport de l'inspecteur qui va permettre d'organiser et de donner une date pour la saisine de la commission, ça on n'a pas parce que ce délai-là, il est du fait de l'inspecteur, il dépend de plein de critères, de savoir s'il y a une interlocution. Parfois l'inspecteur, il souhaite échanger lui-même avec sa hiérarchie ou avoir d'autres conseils. Donc ça, on n'a pas. En revanche, on a des statistiques sur, à partir du moment où l'inspecteur il a fait son rapport pour la commission des impôts, parce qu'il doit faire son rapport. Et donc ensuite, ça rentre dans le flux de l'organisation des séances. Et là, on a des statistiques, Madame Batz. Je crois que je crois que c'est de l'ordre de, c'était pas de l'ordre de 7 mois. Oui, 7 mois. À peu près 7 mois, 6-7 mois. Oui, c'est un peu variable, ça va dépendre du flux en fait. Oui. Après, c'est à la fois la date d'arrivée, évidemment la date de prescription des dossiers qu'on reçoit, ça peut être aussi les enjeux, enfin il y a plein de choses. Mais Bien bon, sûr. globalement, voilà. Donc si on est en période de forte croissance des saisines, ça peut prendre plus de temps. Oui. Parce que malheureusement, le nombre de présidents n'est pas extensible. Oui. Donc, voilà, et donc la disponibilité n'est pas. Donc, on est à minima sur 1 an quand même. Hein. Oui, 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 oui. Ouais, ouais. Et ensuite, donc, si on va donc jusqu'au bout du schéma, eh bien, on a l'avis de mise en recouvrement qui va intervenir, mais cet avis de mise en recouvrement, il n'interviendra que à partir du moment où la commission aura rendu son avis. Donc voilà, tant qu'il n'y a pas cet avis rendu, l'avis de mise en recouvrement ne peut pas être établi. Et une fois que l'avis de mise en recouvrement intervient, eh bien là, on part au contentieux. Si l'entreprise souhaite continuer dans sa contestation, en quelque sorte, eh bien là, on se retrouve avec la réclamation préalable et puis le tribunal administratif, etc. Voilà, donc on rentre dans la phase de contentieux. Peut-être qu'on peut le dire, mais ça ne suspend pas les paiements. Hein. Le contentieux oblige le contribuable à payer, oui. sauf du moment que l'avis est établi. Accord, voilà. Oui. Tout à fait. Oui. Après c'est avec l'accord, effectivement, à Sauf obtenir. accord et négociation pour ne pas avoir à payer. Là, on négocie des garanties, en fait. On peut négocier des garanties, mais après, il y a des recours possibles, voilà. mais en tout cas. Préavis de mise en recouvrement, en théorie, contentieux ou pas contentieux, il faut. Disons que, voilà, après, il faut déclencher d'autres recours pour éventuellement ne pas payer immédiatement. Il ne faut pas hésiter à faire des demandes d'échéancier. Hein. L'administration fiscale est quand même assez clémente sur les demandes d'échéancier. Alors, sauf évidemment, si on demande sur 3 ans, ils vont dire non. Mais une demande d'échéancier sur 6 mois, c'est accepté assez régulièrement. Hein. Eric, quand tu as un redressement de 500 000 € sur 6 mois, évidemment, tu ne peux pas. Hein. Un petit redressement, on va dire. Oui, mais je ne sais pas si dans les petits redressements, tu pars devant le tribunal.
Bah, il y en a, c'est juste Quoi pour quoi qu'il en contester. soit, il y a des possibilités de négocier des nantissements de titres, Oui. etc., pour ne pas avoir à décaisser. Pour ne pas avoir à tout sortir d'un coup. Alors, la compétence des commissions. Alors, je pense que Madame Batz, c'est peut-être je laisse la parole. Alors, la compétence des commissions, pour les matières visées aux articles 1651A et 1651B, donc la composition de la commission, non, pardon, la compétence de la commission, donc c'est le bénéfice industriel et commercial, montant du résultat, selon le régime réel, le bénéfice agricole, bon, sur Paris, on n'en a pas vu, on n'en a jamais eu, le bénéfice non commercial, le chiffre d'affaires en TVA, déduction ou imposition des rémunérations directes et indirectes, et les litiges avec les associations. Voilà. Non, s'il y en a quand même un peu. Ouais, il y en a un peu. Ouais. Voilà, donc et puis c'est en procédure de redressement contradictoire. Bien sûr, la procédure de taxation d'office est exclue de la compétence de la commission. Alors, Ah non? Non, c'est maintenant. Ah, pardon. Alors, les matières exclues, donc c'est les revenus fonciers, les revenus de capitaux mobiliers, la plus-value des particuliers, les traitements et salaires, sauf rémunération excessive, la TVA déductible, charge déductible du revenu global du contribuable, un impôt sur le revenu, donc on n'est pas compétent, et le crédit d'impôt recherche, puisqu'il y a maintenant un comité d'impôt recherche qui traite les crédits d'impôt recherche. Par exemple, pour la TVA déductible, donc on se retrouve où si on veut discuter? En fait, la commission traite de sujets qui concernent le taux, je crois, hein, puisque le taux, normalement, on n'est pas compétent non plus. Non, Ouais. parfois sur le savoir quel taux on doit appliquer par rapport. Il y avait des situations de fait parfois pour la détermination du taux applicable dans certaines situations. En TVA déductible, non, on n'est pas compétent. Non, ou en TVA collectée, oui. En alors TVA collectée. collectée, oui. En collecté, TVA collectée, oui. Oui, pas en déductible. C'est que du non, droit. non, mais oui, c'est en collecté en fait sur la définition du taux. Oui, tout à fait. Oui, c'est La ça. déductible, alors si on a envie de discuter, on va donc. Il y a une commission. Pas devant la commission. D'accord. Il n'y a pas une autre ouais. commission en fait. Non. Là, d'accord. Devant faire des recours on discute pas comme. Non, mais c'est pas en commission. Donc là, c'est recours hiérarchique, supérieur hiérarchique et interlocution départementale. C'est toujours important de savoir ça. Hein, qu'est-ce qui est et quelles sont les compétences de la commission pour ne pas se fourvoyer. Oui. Après, on est compétent sur les faits, pas sur le droit. Hein. Peut-être que c'est après. Oui, c'est exactement ce slide, justement. Oui, la nature du litige. Donc voilà, on est compétent sur les faits et sa matérialité. On est compétent sur les faits en matière de qualification juridique d'une opération. On peut qualifier, et puis on est compétent en droit et en fait dans 3 cas. Sur les provisions et les amortissements, on est compétent sur l'ensemble du droit et du fait, sur le caractère anormal d'un acte de gestion et sur le caractère de charge déductible des immobilisations. Voilà, dans ces 3 cas, on se prononce sur le droit. Mais sinon, dans tous les autres cas, on n'analyse que les faits et on n'est pas compétent sur le droit. Alors souvent, il y a des incompétences qui sont prononcées en avis dans la vie, parce que c'est qu'il n'y a que du droit, donc on n'est pas compétent. Et on analyse, certains magistrats n'analysent même pas les faits, parce qu'on est hors compétence de la commission. Il ne faut pas s'étonner, des fois en entrée de séance, ça se termine en sortie de séance, au bout d'1 minute. Alors même pour nous, c'est un peu perturbant, les contribuables, enfin les représentants des contribuables, et même l'expert comptable qui est présent, parce qu'on a préparé le dossier.
et potentiellement, le dossier n'est même pas examiné. Donc, mais bon, il ne faut pas s'étonner, si c'est du droit, le magistrat en général le dit très clairement, hein, voilà, mais ça part direct contentieux, quoi. Ça arrive de temps en temps. Alors, des fois, c'est imbriqué. Les faits et les droits sont imbriqués. Et ce n'est pas facile à déterminer. Donc, on écoute quand même l'entreprise. Hein. Bon, elle est venue. Donc, la moindre des choses, c'est de l'écouter. Et après, le délibéré, on en discute. Alors, quelques exemples concrets de matières que la commission est amenée à traiter. Alors, sur le fait, en commission nationale, c'est les prix de transfert. C'est le sujet qui revient le plus. Ensuite, il y a les provisions aussi. Il y a beaucoup de provisions sur stock. Au national, c'est les entreprises plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc là, et 25 millions pour les prestations. 25 millions pour les prestations et 50 millions pour les ventes. Et donc là, le best-of, c'est un des prix de transfert qui est avec une évolution juridique assez constante. Il y en a une récemment, je crois, dans la dernière loi de finances. Et après, on a des provisions, c'est ça? Provisions aussi, ça revient souvent. Et donc là, au niveau départemental, donc là, il y a des soucis de reconstitution de recettes qu'on connaît tous. Hein. Souvent, on est dans les restaurants, souvent, voilà, quand même, hein, avec des méthodes appliquées, des comparables. C'est souvent la méthode des liquides, la méthode des boissons, avec un pourcentage. Voilà. Donc là, il y a des sujets de reconstitution de recettes. Anomalie comptable? Alors, anomalie comptable. Peu? Oui. C'est plus rare, ça. C'est plus rare. Ouais. Rejet de charge, ça, à mon avis, ça doit être très fréquent. Les anomalies comptables, elles arrivent souvent quand il n'y a pas d'expert comptable, pour le coup, et que c'est imputé dans les mauvais comptes. Je prends un exemple qui est assez récent, c'est le compte courant, la 455, où ça a été balancé en 108. Et du coup, ça a déclenché un redressement, mais la personne, elle n'était pas suivie, elle n'était même pas suivie par un expert comptable, il a fait ça tout seul. Bon, il s'est planté. Voilà, quoi. TVA, évidemment. Donc, TVA, c'est un gros chef de redressement. C'est 45% du budget de l'État. Donc, la TVA, c'est toujours un impôt compliqué. Je crois qu'il y a des histoires d'écart de base, c'est ça? Tout à fait, oui. Des écarts de chiffre d'affaires entre le chiffre d'affaires déclaré à l'impôt sur les sociétés ou en BIC et la déclaration en TVA. Oui. Là, il y a Mais là, c'est pareil. Si le client il est bien suivi par son expert comptable, et en général, quand il y a un expert comptable, il n'y a pas trop de problème avec ça, parce que les contrôles de TVA, en général, sont faits correctement. C'est surtout suivi, fait pareil quand ils ne sont pas accompagnés ou mal accompagnés. Des illégaux, ce qu'on appelle des illégaux. C'était le mal accompagné. Jargon. Oui, et là, on mentionne également les exportations et les livraisons intracommunautaires. Donc là, c'est par rapport à l'exonération de ces ventes et où là, on regarde uniquement les faits, hein, puisque on est compétent que sur les faits, et donc à savoir si les biens ont bien quitté le territoire, hein, notamment. C'est un des sujets qui est traité. Il revient aussi de temps en temps, c'est les provisions pour risques et charges en fin d'exercice. Les travaux en cours aussi, les factures à établir, les factures non parvenues. Des fois, ça s'est zappé. Ou alors, le quantum n'est pas suffisant parce que, bon, on voit bien le jeu. Je veux réduire le bénéfice, je veux augmenter le bénéfice. Voilà. Et du coup, il y a des opérations de fin d'exercice qui, parfois, sont discutées. Ça, c'est jamais avec un expert comptable, Eric. J'en ai déjà vu. Après, il y a le client qui insiste des fois. Hein. Enfin, les clients sont parfois insistants. Nous sommes indépendants, je te rappelle. Alors, fait et qualification juridique, donc il y a des sujets de rémunération. Alors, il y a l'acta normal de gestion qui revient souvent. Hein. Donc là, on parle de rémunération excessive, c'est ça? Souvent, c'est renonciation à recette plutôt. Rémunération excessive, c'est rare quand même. Hein. C'est rare, c'est plus rare. Ouais. Renonciation à recette, il y en a souvent, oui. Des libéralités aussi. C'est dans le cadre de l'acte anormal de gestion.
Et des charges excessives aussi. Ouais. D'accord. Ou des charges non justifiées, souvent des charges personnelles qui sont... Qui ne sont pas dans l'intérêt de l'entreprise. Le fameux article 39. Voilà. Des problématiques d'amortissement. Donc là, on est dans de l'immobilier, c'est ça, non? On est où là pour l'amortissement? Il y a des erreurs de taux, Oui. des taux d'amortissement, des taux excessifs, souvent. Après, il y a la quote-part du terrain et dans l'immeuble, ouais, aussi. Dépréciation des stocks, des comptes clients, IMO, donc dépréciation, là, en fait, on est dans la provision, hein, et les caractères de la provision. Donc, le mode de calcul, le caractère déductible ou non. Quelqu'un se sent nous rappeler la déductibilité d'une provision? Parce que là, on ne l'avait pas répété, là. Non? D'accord, ok. C'est l'article 39 du Code général C'est le des fameux. impôts, 39, cinquièmement. Voilà, qui doit, la provision, elle doit être déterminée de manière précise et concerner des charges qui concernent voilà, des charges réelles dans l'intérêt de l'entreprise. Et passif injustifié, voilà dans les best-of de ce qu'on voit à la commission. Il y a des crédits en compte courant qui sont souvent pas justifiés. Oui, souvent. Donc, la crédit en compte courant, concrètement parlant, comment on fait, expert comptable, quand on est face à son client? Souvent, quand même, on lui demande la justification des fonds qui sortent ou qui rentrent en débit ou au crédit, quand il y a des gros montants qui peuvent être justifiés, par exemple, par son relevé de banque perso. Alors, on fait ce qu'on peut. En théorie, si le client ne veut pas nous le donner, il ne nous le donne pas. Mais comment on fait pour justifier l'origine des fonds, de ces fonds de compte courant qui sont, c'est vrai, souvent observés à la loupe en cas de vérification de comptabilité, hein. Et plus les montants sont importants, plus ils remettent en cause. Et ne pas oublier de faire les conventions de compte courant. Et il est encore plus conseillé de les enregistrer avec un enregistrement volontaire, ce qui donne date certaine à la convention, ce qui permet de limiter le risque de discussion. Alors, la saisine de cette commission, concrètement, qui est dans quel document? Et donc là, eh bien, la saisine, elle s'opère par donc l'entreprise, le chef d'entreprise, directement. Alors, soit au niveau directement du secrétariat, mais enfin, ça c'est de la commission, c'est assez rare, hein, mais ça se fait généralement plutôt par l'intermédiaire de l'administration fiscale. Donc, là, on verra qu'on envoie un courrier à l'administration fiscale. Alors, et ensuite, voilà, un courrier spécifique généralement qui est envoyé en recommandé ou éventuellement par mail confirmé par recommandé. Parce que là, on a le fameux délai de 30 jours, en fait. Oui, voilà, on a le délai de Donc, 30 jours. on a besoin d'une date certaine et donc Voilà. c'est soit le recommandé, soit le mail. Et c'est vrai que l'administration fiscale, elle fonctionne de plus en plus par mail, Oui, ce qui facilite un peu les choses. Exactement. Donc, si on est un peu juste en termes de délai, effectivement, on peut envoyer déjà par mail, doublé du recommandé. Il y a la fameuse messagerie sécurisée qui délivre un accusé de réception et un numéro de demande. Donc, voilà. Et ils seront de plus en plus friands à utiliser la messagerie sécurisée. Donc, pas mal. Sous escale, normalement, c'est. Sous escale, Sous escale, Et puis sur escale Ça, aussi. c'est Voilà. plus sécurisé. Ah oui, Ça donne plus sécurisé. oui. Donc, comment ça, on l'a déjà dit, hein, c'est dans les 30 jours, on a déjà expliqué dans quelle mesure. Voilà, alors on a des questions. Pouvez-vous nous donner un exemple de renonciation à recette, s'il vous plaît? Renonciation à recette, c'est par exemple des comptes, des prêts non rémunérés. Oui. Voilà, ça c'est renonciation à recette. Oui, prêts non rémunérés. Ou des loyers également, enfin des loyers non facturés. Non facturés. Il y a des aides commerciales qui ne sont pas justifiées.
donné à une entreprise sœur ou une entreprise tierce. Ouais. C'est assez vaste, la Non, c'est renonciation. vrai voilà, un contrat qui spécifie entre le client et son fournisseur ou le client et son client des conditions et des pénalités de retard qu'on ne facture pas est un exemple Oui. de renonciation à recette. Il y a aussi les prêts sans intérêt. C'est ça, aussi. oui, c'est les prêts sans intérêt. Alors voilà, il y a Maëlle qui répondait le loyer qu'on ne fait pas payer à sa filiale. Les comptes courants, Alors, pour le dans coup, le oui. cadre d'un acte anormal de gestion, libéralité ou passif injustifié qui reviendrait à redresser le dirigeant personne physique, la commission est-elle indirectement compétente? Non, là, il n'y a pas de lien automatique. Pour pouvoir redresser le dirigeant, il faut que l'administration puisse prouver en quelque sorte que le dirigeant a bien perçu les sommes en question. Donc, ça fait l'objet d'un deuxième, Le SFP. d'une deuxième procédure, en c'est le fait. SFP, et puis ça serait Ouais. des revenus Voilà. distribués, donc on n'est pas compétent en revenus Non, 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 distribués. non, non, c'est pas la commission des impôts. Ça fait l'objet d'un contrôle spécifique, en fait. Ouais. Alors, on C'est a un autre- évoqué les prêts non rémunérés pour concernant les recettes. Alors, c'est personnes physiques et ou personnes orales, les deux, on est d'accord. Ah oui, oui. Bien sûr. Oui, C'est oui, l'entreprise qui n'a pas collecté certaines recettes. Donc, ok. Voilà. Oui. Oui, oui, à partir du moment où elle n'est pas rémunérée pour un service qu'elle rend, eh bien, C'est renonciation à on recette. est dans le cadre de la renonciation à recette. Ok, Exactement. j'en ai fini pour mes questions, moi, Bon, très bien, pour le moment. pour le moment. Alors, euh, quelle commission au niveau territorial, au niveau géographique est compétente? Donc là, on regarde le siège social, hein, tout simplement, ou la direction effective de l'entreprise. Voilà, avec quelques exceptions. Si on a un sujet de confidentialité, auquel cas on peut demander le dépaysement du dossier. Également, si on est dans le cadre d'un groupe intégré fiscalement, là, c'est peut-être aussi particulier. Et puis, alors, en ce qui concerne les rémunérations excessives, donc là je ne sais pas exactement quelle situation ça concerne. Ça concerne aussi le salarié bénéficiaire aussi, ça peut concerner. Donc, Ah oui. je pense que, mais je l'ai vu très rarement. Oui. Le salarié peut saisir la commission, je ne sais pas. Mais l'entreprise, oui, l'entreprise versante peut saisir la commission. Donc, là, en matière de territorialité, Delphine, oui, donc on a vu. C'est le lieu du siège de l'entreprise, généralement. D'accord. Mais là, quand on est à Saint-Sulpice, ça se limite au 75? Oui, c'est le 75. D'accord. Oui, exactement. Donc là, nous, l'Île-de-France, c'est 8 départements. Exactement. Donc chaque département a 9. une commission. Non, alors avant, c'était le cas, puisqu'on était dans le cas de la commission départementale des impôts, donc il y en avait une par département. Depuis quelques années, on a eu un regroupement en fait des commissions de département en fonction des lieux des cours d'appel. Et donc, ce qui fait que les départements, par exemple, 92 et 95 ont fusionné, enfin la commission a fusionné. Ça, je sais parce que je siège à la commission de 92. Alors non, c'est pas Nanterre. Maintenant, malheureusement, c'est Cergy. Donc le 95 a pris le dessus sur le 92. Avant, c'était Vanves, le 92. Et maintenant, c'est le regroupement 92-95 et c'est à Cergy. Donc on a un client qui est à La Défense. La commission, elle est à Cergy. Exactement. Exactement. C'est développement durable. Voilà. Donc, on a eu un certain nombre de regroupements et en région parisienne, on a d'autres départements qui ont été regroupés, mais le 75, lui, reste au niveau du département. Je voulais juste ajouter une précision là, concernant un autre département pour motif de confidentialité. Donc, en fait, la demande de dépaysement, donc, elle doit être en effet effectuée lors du courrier de saisine. En fait, il faut le demander explicitement. Et il faut savoir que pour les entreprises qui dépendent, on va dire, naturellement de la juridiction de Paris, en fait, la commission de substitution, c'est Melun. Voilà, donc c'est Melun. C'est-à-dire qu'une entreprise qui demande le dépaysement, son dossier sera examiné par la commission de Melun. D'accord. Voilà. On ne choisit pas. D'accord. Donc,
le client du 77 qui souhaite être dépaysé, il se retrouve à Melun. Non, bah, peut-être qu'il viendra à Paris. 75. 75. Ah, Ouais, d'accord. ouais. Pour Paris. Hein. Ah, pour Paris, d'accord. Ah, Ah, que pour Paris. D'accord, ah, voilà, d'accord, pardon. Oui. Paris va à Melun et Melun vient à Paris. C'est ça. Après, D'accord, ok. ouais. Oui, et puis ceux qui veulent venir sur Paris, c'est... Je ne sais pas. Par exemple, je ne sais pas, pour les sociétés qui dépendent naturellement de Melun, je ne sais pas quelle est leur commission de substitution. Bon. Je sais que celle de Paris, c'est Melun, celle de Bobigny, c'est Paris, et après, je ne sais pas. Bon, après, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on n'a pas le choix du département. C'est fixé. Ouais. Alors, l'expert comptable assiste son client. Donc là, on est dans le cas où on n'est pas dans l'expert comptable qui siège pour le moment donc à la commission, mais donc il vient accompagner son client. Donc là, eh bien, il faut bien penser à établir un mandat, puisque, enfin, surtout si l'expert comptable vient seul à la commission, bon, c'est assez peu le cas, je pense. Enfin, moi, je l'ai rarement vu. Généralement, l'entreprise vient et vient accompagner, alors soit de son expert comptable, soit d'un avocat. Mais en tout cas, voilà, si l'expert comptable veut intervenir seul, un mandat est obligatoire. Voilà. Alors après, la question peut se poser, est-ce qu'il est opportun de recourir à un représentant d'un organisme professionnel? Donc là, effectivement, si le client est à son activité dans un secteur bien spécifique, il peut être intéressant de demander effectivement à être représenté par son syndicat professionnel qui, lui, va bien connaître l'activité et donc pourra mieux accompagner le contribuable dans sa défense. Oui, tout à fait. Et ça, il ne faut pas hésiter, parce qu'on l'a eu il n'y a pas longtemps pour les éoliennes. Moi, clairement, les éoliennes, à part que ça brasse du vent, j'y connais rien du tout. Par contre, le professionnel qui est venu, qui était dans le secteur, nous a vraiment bien éclairé, pour le coup, sur le fonctionnement d'une éolienne. Et c'était quoi le sujet de base? C'était justement les amortissements et la durée d'amortissement d'une éolienne. Oui. Voilà. Parce qu'il y a les éoliennes nouvelle génération et les anciennes générations dont la durée de vie était moins longue que celle d'aujourd'hui. Et du coup, il y avait une application de durée et de taux qui n'était pas la même et c'était vraiment très discutable. Et au final, je crois que ça a fini, on est allé dans le sens du contribuable en plus. Donc, je crois qu'on a gagné sur ce coup-là. Mais donc, du coup, il ne faut pas hésiter c'est pas parce qu'on est parité professionnelle qu'on maîtrise tous les sujets, loin s'en faut. Donc, une matière spécialisée, il ne faut pas hésiter à faire appel à un syndicat spécialisé. Du coup. Voilà. Et comment on procède? Eh bien, suite à la réception de la saisine de la CDI, il est proposé aux contribuables de cette possibilité. Et donc là, l'entreprise a 30 jours pour faire cette demande. Donc, à partir du moment où elle reçoit un courrier de réception de votre part. Oui, c'est ça. En fait, on envoie à la société dès que le dossier est arrivé au service des commissions pour lui demander s'il souhaite donc bénéficier de la substitution d'un des membres de la Chambre de commerce et d'industrie par un représentant d'un organisme professionnel. Donc, c'est dans ces 30 jours qu'il peut dire oui, je souhaite désigner tel ou tel organisme et qu'ensuite cet organisme est contacté pour qu'il nomme un représentant qui viendra siéger en lieu et place donc, du permanent de la CCI. Il faut que ce représentant soit indépendant, évidemment, parce qu'on a eu le cas récemment, le mandataire qui était désigné était partie prenante dans la procédure. Alors, c'était un peu gênant. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Alors, j'ai une petite question concernant le mandat. Alors, Maëlle me demande, le mandat implicite n'est pas suffisant, si j'ai bien compris, en fait. Non. Il y a besoin du mandat quand l'expert comptable vient seul. Oui. Sinon, il y a un mandat implicite quand Voilà. il est accompagné de son sûr. client. Ouais. Et quid des SPE, d'experts comptables et d'avocats qui assistent directement les clients? Bon, donc, société pluriprofessionnelle d'exercice. Donc là, j'imagine, en fait, je pense que là, on est dans le petit débat que l'avocat n'a pas besoin de mandat et que l'expert comptable en aurait besoin et que c'est pas juste. Et dans une SPE, l'avocat n'a pas besoin de mandat, voilà. c'est sûr. Ouais. Je pense que c'est ça ce que Marc veut veut faire le poil à gratter là sur le fait que dans une SPE, si l'expert comptable vient tout seul
il aurait besoin d'un mandat, ça, alors que si l'expert exactement. comptable vient, l'avocat Avocat, vient, il n'a pas besoin de Oui, mandat. ben, Oui, Marc, je suis d'accord, et on essaye de faire le le moment, nécessaire voilà. pour que ça ne se passe plus comme ça. Oui, mais pour le moment, les textes Sont ainsi. sont Et ainsi, là, donc on on ne peut me pas faire demande si on peut différemment. cumuler les deux, expert comptable et représentant syndical. Ah non. Enfin, oui, on peut être Oui. un expert comptable qui va être dans la représentation syndicale. Non. Mais, Est-ce que moi, client, oui, je peux venir accompagner et de mon expert comptable et de mon représentant bien des sûr. éoliennes, etc. Alors oui, parce qu'il ne vient pas accompagner du représentant Non. des Ah éoliennes. oui. Il Non. demande à ce qu'un expert En éolienne, Ah oui, spécialisé bon, on joue un peu sur. éolienne D'accord. Oui. soit présent Ok. dans la parité. Voilà. Mais c'est pas la même chose. Ah, d'accord, d'accord, Il n'est d'accord. pas déjà situé Ah, au même ok, endroit ok. dans la salle, puisque la formation de la commission comprend donc des représentants du personnel, du professionnel, je veux dire. Et donc, parmi ces représentants, il y aura l'expert donc, qui aura En été éolienne. désigné dans ce cadre-là, en éolienne. Voilà. Et par ailleurs, le contribuable, il vient avec son expert comptable qui est assis à côté de lui et qui est son conseil, en fait. Donc, le contribuable n'a droit à être accompagné que d'une seule personne. Ah non, il peut être accompagné de plusieurs personnes. D'accord, Il peut y avoir parfait. Ils trois. peuvent venir à 5. À 3. Non, Oui. 3 À maximum. 3. Alors, on tolère. Ouais, c'est on une Ah oui, question parce de qu'à la place. commission effectivement. nationale, ils Oui, oui. viennent à Ouais. plus nombreux. C'est une On question de tolère, place, hein. effectivement, on dépasse. Oui, on, oui, on oui. dépasse. Mais Oui. normalement, D'avoir, les textes disent 3. c'est 3. Le contribuable accompagné de 2 conseils. Voilà. Oui. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter, en tant qu'expert comptable, à venir assister son client. Ce n'est pas parce qu'il y a un avocat qu'il ne faut pas venir. J'ai envie de dire, il y a l'homme du droit, il y a l'homme du chiffre. Ce n'est pas les mêmes compétences. Des fois, c'est très bien expliqué, mais des fois, l'alias fiscal, même pour nous, hein, clairement, des fois, on a des questions. Alors, il y a l'expert comptable en séance, mais si malheureusement, l'expert comptable en séance, il n'est pas là, ce qui arrive de temps en temps, ou en retard, ce qui peut arriver aussi, des fois, on a des questions un peu pointues. On n'est pas expert comptable, donc il y a des situations, clairement, on ne les comprend pas. Voilà. Donc, si l'expert comptable du dossier il est là, parfois, ça permet de bien comprendre la situation. Alors, est-ce que l'entreprise peut rencontrer les représentants des organismes professionnels, donc l'expert en éolien? Non. En principe, non, ça ne doit pas se faire. En principe. Oui, alors en principe, mais bon. Et Ça fait est-ce beaucoup rigoler, que- là. Je ne sais pas pourquoi tout le monde rigole. Bon, Ah, parce que c'est en Bon, principe. normalement, voilà, c'est Voilà. pas censé se faire. Et est-ce que le contribuable peut contacter l'expert comptable qui siège à la commission? Donc là, on ne parle pas évidemment de son propre expert comptable, mais de celui qui siège dans l'information. Et donc là, non plus. Donc là, et De toute façon, il ça, n'a pas le nom. voilà, il n'a pas le De nom. toute façon, il ne peut pas. Oui, il peut pas Et savoir. même s'il a le nom, oui, oui. Non, mais Moi, pour avoir le nom, oui. Moi, ça m'est arrivé une fois hein, que quelqu'un, mais comment il a fait? Quelqu'un faut pas t'a répondre. contacté. Oui, mais je ne sais pas comment ça s'est su, mais Mais ça voilà, s'était c'est su. ça. Mais bon, non, j'avais répondu que je ne pouvais pas, évidemment. Éventuellement, Parler du dossier. l'inverse pourrait être envisagé. C'est-à-dire que mais là, du coup, c'est un problème de déontologie. Là. Oui. Oui. Mm. Non, mais Oui, bien c'est sûr. plus dans ce sens-là Oui. que ça pourrait se L'expert passer. En comptable ne fait. peut pas non plus Non, contacter mais le évidemment, oui, c'est sûr. contribuable. C'est clair. Mais Non. c'est plutôt comme ça que ça pourrait se passer éventuellement. Oui. Ouais, pour avoir le nom. Très bien. Alors, l'expert comptable avant la séance. Donc là, hein, on refixe le Oui. cadre. On est l'expert comptable Oui. et nous accompagnons notre client. Exactement. Qu'est-ce qu'on a Voilà. comme job à faire? Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Alors déjà, quand on a saisi la commission, et puis donc la commission attend le rapport de l'inspecteur. Il doit faire un rapport spécifique pour cette séance de la commission des impôts. Et donc c'est ce rapport dont on parle ici, le rapport de l'administration. Alors, le rapport est envoyé en même temps que la convocation. Ah voilà, d'accord. Donc le rapport est envoyé en même temps que la convocation et donc eh bien l'expert comptable il se doit quelque part Il étudie le rapport en fait. Il faut qu'il aiguise sache quand même ce qu'il y a dedans. ses arguments Voilà. pour venir les défendre devant la commission au Oui. vu du rapport qui a été Oui. établi. Oui. Et en théorie, le rapport devrait quand même beaucoup ressembler à la proposition de rectification. Exactement. Alors, il peut y avoir il y a des compléments d'ailleurs, puisque entre-temps, il y a eu les observations du contribuable, il y a eu la réponse de l'administration fiscale aux observations. Donc voilà, on a quand même un Oui, non, c'est mon certain. SMS. Il y a une alarme, ok. Alarme. Bon, d'accord. Donc voilà. En tout cas, l'expert comptable,
il analyse et il prépare effectivement ses arguments. Il faut bien lire entre les lignes. Oui, le rapport présente la position du service, la position du contribuable. Et voilà. Donc, oui, et ce qu'il est important de noter, c'est que par exemple, alors moi je siège à des commissions départementales et aussi nationales, et pour moi, enfin donc au niveau de la commission, pour préparer mon dossier, je n'ai accès que à ce rapport, plus les mémoires qui sont faits derrière. Donc, il est important, lorsque l'expert comptable donc, il prend connaissance du rapport fait par l'inspecteur, il est important que s'il a des choses à ajouter, eh bien, qu'il fasse un rapport en réponse contradictoire. Il peut faire un rapport, oui, d'accord. parce que s'il ne le fait pas, s'il y a des informations qui sont présentes dans la proposition de rectification ou même dans les comptes, il faut savoir que, par exemple, moi, je ne les ai pas. Je n'ai que accès au rapport de l'inspecteur et aux mémoires qui sont faits suite à ce rapport. Toi, l'expert comptable qui siège et qui dans va la commission, qui va donner mon avis dans le cadre. Pareil, voilà. Ouais. Voilà. Comme et nous, donc, c'est exactement la même chose. On n'a accès qu'au rapport. Voilà. On n'a pas accès aux pièces. Donc, il est important de comprendre. Alors, parfois, on n'a pas toutes les informations. Nous, Eric, je rappelle pour ceux qui auraient loupé le début, toi, tu es représentant du contribuable. Voilà, exactement. Dans la parité professionnelle. Dans la parité professionnelle. Oui. Voilà. Donc, il est peut-être vraiment tout le temps vraiment indiqué que l'expert comptable qui assiste son client fasse un rapport en réponse, en fait. Oui. Exactement, parce que parfois, le rapport fait par l'inspecteur n'est pas toujours très clair, sachant que nous, on n'a aucun autre élément. Donc, lui, peut-être quand il l'a fait, il le fait sur la base, il est dans le dossier, il le fait sur la base d'informations d'autres pièces que nous n'avons pas. Et donc, s'il n'est pas suffisamment explicite, eh bien, on peut ne pas comprendre tout ce qui est dit dans le rapport, en fait. Et il y a un délai pour ce rapport? Jusqu'à la date de la séance. On propose un délai parce qu'il faut que les représentants de la commission puissent le lire et l'analyser. C'est un délai indicatif, c'est marqué dans la convocation. C'est 3 semaines avant, mais on peut l'envoyer après, mais pas au dernier moment. Pas la veille. Il faut éviter. Oui, parce que si vous l'envoyez au dernier moment, en fait, on n'aura pas le temps de le lire. On n'aura pas le temps de le lire. Voilà. Pour nous, ce qui est important dans ce mémoire en réponse, c'est que potentiellement, nous, on va l'analyser, évidemment, comme le rapport d'administration. Si on n'a que le rapport d'administration, en gros, on va être un peu limité dans nos questions, parce qu'on n'aura que le rapport de l'administration et ce qui va être dit oralement. Et donc, ça va se passer en 5-10 minutes, pas plus. Alors que si on a un mémoire écrit, on va prendre le temps de l'analyser et on va potentiellement préparer nos questions. Voilà. Et c'est ça l'intérêt, c'est qu'on prépare nos questions en amont et qu'on intervienne en séance pour dire là j'ai un problème avec tel point, j'ai pas compris ci, j'ai pas compris ça, ou alors je suis pas d'accord avec ce qu'a indiqué le rapport, le vérificateur au regard de tel argument porté dans l'argument, dans le mémoire. Voilà. Donc il faut pas hésiter à faire un mémoire. Si on fait un petit retour des épisodes précédents, on a saisi la commission, on reçoit à un moment donné c'est la convocation, c'est ça, avec la date de la commission. Annexé à cette convocation, il y a le fameux rapport de l'administration. Et là, nous, experts comptables qui défendons notre client, nous allons émettre ce rapport et on a quel délai en fait? Non, j'ai compris que 3 semaines avant, mais en fait, on est prévenu combien de temps en avance? Alors justement, c'est ce que je voulais signaler. Donc en fait, la convocation accompagnée du rapport est envoyée environ 2 mois avant la date de la séance. Donc, elle est envoyée en recommandé avec avis de réception, justement, donc sachant que les textes disent que la réception de la convocation doit être effectuée 30 jours avant la date de la séance. Donc, on s'y prend très, très en amont, environ 2 mois pour être sûr que le délai soit bien respecté. Et donc, en effet, au vu du rapport de l'administration, il est indiqué que le contribuable peut donc produire un mémoire en réponse. Et en effet, on fixe une date qui est environ 3 semaines avant le début de la séance ou 15 jours pour justement laisser le temps aux personnes qui siègent, aux membres, de pouvoir étudier les différents éléments. Mais bon, on a l'habitude de recevoir des mémoires de manière beaucoup plus serrée par rapport à la date. Oui, voilà. Mais bon, c'est vrai qu'après…
Donc, Si on le normalement, reçoit 2 la mois, veille avec, voilà. avec Voilà. un certain Alors nombre après, de évidemment, pièces, forcément, il on y n'a a pas des toujours le temps soucis de Ouais, poste. C'est pour ça ça. qu'on essaye aussi, Oui. je le dis là, d'éviter, par exemple, la période d'été, d'envoyer des convocations le 25 juillet. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont fermées et qui, du coup, risquent de ne pas réceptionner en fait, la convocation. Oui, puis il y a aussi le délai. Les pièces vous sont envoyées à vous, et puis après, il faut nous les envoyer à nous. Enfin, ça se fait rapidement, mais À vous, membres? Oui, à nous, membres. Oui, alors là, au niveau Donc, des membres, le délai est environ 15 jours avant la séance. C'est pour oui, ça, oui, c'est pour ça que c'est important pour nous les d'avoir pièces. les pièces en amont. les mémoires Oui. en réponse Oui. un petit peu en amont, parce que ça permet d'envoyer une séance complète aux membres qui vont Voilà. siéger, dont, par exemple, les experts comptables. Oui, 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 exactement. Donc, s'il y a des Mais mémoires on les envoie après. qui sont reçues après, oui, Ils sont adressés, hein, évidemment. Hein. oui, bien sûr, ils nous sont adressés, mais ça génère un petit délai supplémentaire, puisqu'il faut. Oui, puis surtout, c'est Ouais. plus confortable, évidemment, d'étudier un mémoire quand on a 15 jours que quand on Ah a bah, 3 heures. Oui, exactement. Ça, c'est sûr. Très bien. Alors, bon, ça, je Bah, ça pense revient, on vient de le voilà, dire, je pense. on en a déjà parlé. Alors, pendant la séance, alors là, je vais peut-être te laisser la parole parce que tu avais des commentaires. Alors, pendant la séance, oui. Donc là, Oui, alors l'expert comptable, voilà. Donc alors, là, ça y est, voilà, la résumé séance se des tient. épisodes précédents. Là, on est dans les photos Oui. qu'on a Dans la vues salle. au On est début. dans la Là, salle. on arrive dans la salle. Ouais. Il y a combien de personnes? Il y a 6 personnes, 2 représentants de l'administration fiscale, 2 représentants des syndicats professionnels, l'expert comptable et le magistrat qui est le président de séance. Voilà, donc on secrétaire. arrive, qui sont Je installés rajouterai en. la Et secrétaire. Madame La Batz. secrétaire. Pardon, excusez-moi. Oui, oui. C'est un rôle important. Faut pas l'oublier. Hein. Oui, oui, bien sûr, la secrétaire de séance. Oui, oui, pardon. Donc, nous sommes 7 et installés en U. Les tables sont installées en U. Et donc, le contribuable vient s'installer donc face au président, au magistrat, avec son conseil. Et à côté de lui, il y a également l'inspecteur qui a le contrôleur, le vérificateur. Voilà. Ou Voilà. son remplaçant. Voilà. Ça a changé, ça Voilà, arrive de temps en exactement, temps. parce que parfois, oui, Oui. c'est plus le vérificateur. Donc, Donc, ce qui est important, c'est d'aller directement à l'essentiel. Voilà. Les commissions, on est convoqué à une certaine heure. Ça ne dure pas des heures et des heures. Donc, on va droit au but sur son cas. Et surtout, il ne faut pas se noyer dans les détails. Parce que ça nous noie, nous, après. Nous, on a des questions et on va aller poser des questions. Clairement, il faut que nous aussi, on aille à la question essentielle. Le but du jeu, c'est de comprendre le dossier, le problème posé et de trouver potentiellement une solution et de proposer après dans le délibéré une solution au litige. Voilà. il y a Donc, il faut pas. il y a un ordre de Alors, prise de normalement, parole. le magistrat donne la parole au premier, au contribuable, qui expose son cas. Contribuable et ou son Ou conseil. son conseil, voilà. D'accord. Donc, Et là, il expose en quoi? En 10 minutes, en 5 minutes, en un quart d'heure? ça dépend le magistrat. Franchement, ça dépend le président de séance. Des fois, c'est très directif. Mais c'est pas très directif pour embêter le contribuable, c'est très directif pour que ça dure pas des heures. Voilà. Et puis des fois, ça peut durer une demi-heure. Le temps est laissé libre. Ça dépend aussi le contenu de la commission. Si on a 1, 2, 3, 4 dossiers ou 5 dossiers, voilà. Donc le contribuable prend la parole. On ne s'adresse pas au vérificateur, ça c'est important. La commission elle est dirigée par un magistrat. On s'adresse au magistrat et aux membres de la commission et on ne prend surtout pas à partie le vérificateur qui est en séance. Si on a un contentieux avec lui, en général, si on est en contentieux fiscal, c'est que potentiellement, il peut y avoir un différend avec le vérificateur. Alors, des fois, c'est un différend purement technique, donc auquel cas, il n'y a pas de sujet, mais parfois, il y a un peu d'animosité avec le vérificateur et il ne faut pas prendre le vérificateur à partie, c'est extrêmement mal pris. Puis en plus, c'est une agression d'un agent de l'État, c'est pas bien. Voilà, donc ça ne se fait pas. Voilà. Si on a un problème, on s'adresse au magistrat et on reste calme. En fait, c'est un peu la même chose quand on pilote une vérification de comptabilité. Hein. C'est ça. Si dès le début, on agresse On le prend pas à partie. le vérificateur, c'est mal parti quand même. C'est mal parti, oui. Bon, en tout cas, l'entreprise a le temps de s'exprimer Exactement. et elle a vraiment la possibilité de donner tous ses arguments, puisque le magistrat, il les laisse quand même s'exprimer. Donc, il faut s'imaginer être à la place du président et essayer de répertorier les arguments forts qui vous convaincraient. Donc, faut vraiment, le but du jeu, c'est de convaincre les membres de la commission.
les inscrire sur une feuille que vous conservez devant vous en séance pour ne rien oublier. Donc, vous venez potentiellement avec votre petite to-do list, des questions, des problèmes posés et des points à aborder, histoire de ne pas en oublier. Ce n'est pas un tribunal, comme on le disait tout à l'heure, mais il y a des gens qui sont timides, qui ont peur de prendre la parole devant d'autres personnes, et notamment des inconnus. Et potentiellement, la timidité fait qu'on oublie un point qui pourrait être un point clé. Donc, il ne faut pas hésiter de se faire sa to-do list. Et puis, j'ai abordé tel point, je raye et je passe au point suivant. Évoquer dès le début l'argument le plus fort, car souvent le débat se dilue sous l'effet des questions de la commission, c'est vrai. Donc, il faut vraiment aller au point clé dès le début. Et si il y a des points un petit peu plus aléatoires ou qui ne nécessitent pas une discussion très importante, on passe ça à la fin. Évoquer les exposés trop techniques, éviter les exposés trop techniques pouvant vite devenir incompréhensibles pour les membres de la commission, c'est ce que je vous disais, hein. On va droit au but et on laisse le reste de côté. Plus sans technicité. Hein. Voilà. Nous, experts comptables, si on commence un peu à baragouiner technique, Oui. il y a peu de sachants. Ça. Dans les 6 qui sont en face, il y a peut-être un seul expert comptable. Donc, c'est pas parce qu'on en convainc un qu'on va réussir. Donc, attention au vocabulaire utilisé. Il faut réussir à se faire comprendre par tout le monde. Vulgariser, en fait. Hein. L'administration fiscale, en gros, elle va comprendre parce qu'ils sont dans leurs chiffres, dans les chiffres toute la journée. Nous, parité professionnelle, ce n'est pas le cas. Donc, souvent, c'est nous qu'il faut convaincre. Hein. C'est la parité professionnelle. Parfois, l'administration, elle est quand même souvent convaincue. Donc, refuser d'alimenter des polémiques accessoires. Donc, ça, c'est ce que je vous disais. Pas de polémique, pile poil, tout va bien. Ne pas se laisser déstabiliser en cas de questions portant sur des points non préparés ou inattendus. Alors ça arrive. Nous, on a nos questions. Parfois, le conseil qui est là ne s'attend pas à ce qu'on pose une question. Ça peut être déstabilisant. Bon, il faut potentiellement l'accepter. Et ne pas régler ses comptes avec le vérificateur et empêcher que son client le fasse. Voilà, ça, il faut diriger son client. Alors, j'ai Laurent qui me fait une petite remarque. Il me dit des fois, ça va très vite et on lui répond, on n'est pas compétent. Et c'est ce qu'on disait au début de cette table ronde, Laurent, c'est qu'il y a une compétence restrictive de cette commission. Et parfois, c'est ce que tu disais, Eric, on arrive et on dit bonjour et on dit au revoir parce que c'est pas bonne compétence. Donc là, au début, vous avez des slides vous expliquant la compétence de cette commission. Reprenez-les pour ne pas vous Ça peut être fourvoyer. frustrant parce qu'il y a des conseils qui préparent un mémoire. Pour le coup, des fois, on a un mémoire, il arrive en séance et bam, question de droit. Au revoir, monsieur. Gros bisous et bonne journée. Alors, Laurent me dit, je siège. Il me dit, Laurent, voilà. OK, merci, Laurent. Oui. Non, mais par contre… C'est quand même assez rare, ces situations. C'est rare, mais le mémoire, il n'est pas perdu. Parce que si c'est une question de droit potentiellement sableux au contentieux, le mémoire, il resservira pour préparer le contentieux. Donc, le travail, il n'est pas à jeter à la poubelle. Alors, cas pratique. Alors, on a choisi un cas pratique en TVA et en impôt sur les sociétés. Donc là, c'est l'abandon du rehaussement en TVA. Donc, c'est une société A et le fournisseur exclusif de biens utilisés par sa société sœur B pour son activité. En vertu de contrat, elle a perçu des aides commerciales de B calculées à partir de ses pertes d'exploitation. Ces contrats disposent que B accordera son soutien commercial à A, qui devra en contrepartie poursuivre ses efforts industriels et de recherche et développement et s'engager à l'approvisionnement des quantités demandées de biens par B. Donc, le vérificateur avait imposé à la TVA, parce que la société avait exonéré, parce que c'était des subventions. Donc, le vérificateur a dit que c'était une prestation de service passible de la TVA. Donc là, on a donné raison à la société. Les subventions versées sont destinées à rémunérer de manière globale des efforts de recherche et à permettre le développement de production de biens. Donc la contrepartie directe du service individualisé précis n'est pas établie. Donc, il n'y a pas de relation directe avec une prestation de service. Donc, on a considéré que c'était non imposable à la TVA. Là, on a suivi la société, l'argument de la société. Donc, ça arrive
que l'avis soit favorable à la société, aux contribuables. Alors, un cas un peu inverse. Voilà. Alors, l'autre cas, c'est un impôt sur les sociétés. Donc là, on est en provision pour dépréciation de stock de produits finis. Donc, la société avait créé des provisions, avait passé des provisions avec des taux forfaitaires. Donc ça, je présume que vous savez que c'est à proscrire. Et l'administration a effectué des traitements informatiques et a proposé une méthode vraiment statistique pour vérifier cette provision, pour vérifier les taux qu'avait appliqués la société. Et là, on a donné raison à l'administration parce que la société n'a pas justifié le montant de la provision en se limitant à appliquer à la valeur du stock des pourcentages forfaitaires. Les pourcentages forfaitaires n'étaient pas justifiés par une méthode statistique vraiment précise. Par contre, la méthode statistique du service, consistant à admettre la provision en cas de vente à perte et à rejeter la provision dans le cas de vente à marge. Donc là, il n'y a pas eu un rejet total de la provision, il y a eu un rejet partiel. Donc là, l'avis de la commission a été favorable à l'administration qui avait proposé vraiment une méthode statistique fiable et permettant de calculer avec précision suffisante le montant de la provision pour dépréciation des produits. On sait tous les méthodes statistiques comme ça en fonction de l'ancienneté pour les dépréciations de stock, c'est toujours un peu olé-olé. Il y en a quelques-unes qui passent, quoi. Elles sont vraiment bien justifiées, bien argumentées et surtout, on peut les justifier, les argumenter quand en fait on a une réalité empirique derrière. En fait, quand ces statistiques reflètent d'une analyse des fichiers en fonction de la réelle dépréciation des stocks. Et donc, on est plus dans une méthode de réalité qu'une méthode statistique quand on peut la justifier. Et là, c'est toujours la problématique des provisions qu'on a donc dans les activités comme ça, il y a des stocks et où dans le bâtiment aussi, il y a pas mal de provisions. Donc, il faut qu'on soit toujours extrêmement vigilant avec des dossiers très argumentés, nous, experts comptables. Oui, tout à fait. J'ai une petite question là. Quand la commission rend un avis favorable, la procédure s'arrête? L'administration fiscale est tenue par l'avis favorable de la commission? Pas du tout. En fait, il s'agit d'un avis consultatif. Et donc, elle n'est pas obligée de suivre et elle ne suit pas toujours l'avis de la commission. Et donc là, on a des statistiques tout à l'heure justement sur ce point-là. Donc, je propose qu'on y revienne tout à l'heure. Alors, l'expert, voilà, c'était justement, enfin là, on donne pas encore de statistiques là, mais on parle de ce sujet. Après la séance, voilà. Il en sort tout content, il a super bien plaidé, ça s'est super bien placé. Voilà, et donc, il va attendre, enfin en tout cas l'entreprise attend donc l'avis de la commission. 3 semaines après en général. Voilà, alors sachant que… Un mois, 2 mois, parce que c'est le service qui envoie l'avis de la commission. Voilà, ce n'est pas la commission qui envoie directement à l'entreprise. C'est le SIE qui ensuite, lui, l'envoie à l'entreprise. Donc voilà, comme on l'a dit, l'avis ne s'impose pas à l'administration fiscale, n'étant que consultatif. Et on ne peut pas avoir de recours, le contribuable n'a pas de recours contre cet avis. Donc, une fois que la commission a donné son avis, eh bien, la contestation suivante, eh bien, c'est la procédure du contentieux, comme on l'a dit tout à l'heure, contentieux administratif, en fait. Alors, une petite question avant qu'on passe à un autre thème, une question de Thierry. Les dispositions de l'article 1651M vont-elles être évoquées? Alors, je connais pas. Thierry, vraiment Thierry, Thierry, on vous remercie. Bon, on vous remercie pour cette question. On vous répondra après, on vous répondra ultérieurement. Mais a priori, on va pas l'évoquer.
Je ne sais pas, mais en fait, oui, parce que comme dépend ce que ça raconte. ces articles enfin, tout est dans le 1651. Alors après, ce sont des lettres, je ne sais pas exactement Secret ce qu'il y a professionnel. dans ce On me dit secret professionnel. le secret professionnel. C'est Mac qui Bon, me dit ça. Bon, oui. Bon, on- on va regarder, et voilà, on va si essayer vous d'y nous en dites répondre plus, tout à l'heure. après, on vous répondra par mail, il n'y a pas de souci. Bon, en tout cas, de toute façon, si c'est le secret des délibérations, par Ah oui, ça, exemple, par ça, contre, oui. effectivement, alors je ne sais pas comment c'est écrit dans l'article, mais dans tous les cas, On y bien est tenu. entendu, on est tenu, Ah oui. en tant que membre de la commission, de ne pas évoquer les débats lors des délibérations entre nous. Ça, c'est certain. Il faut Après, attendre l'avis. l'avis. Il faut attendre Ouais. l'avis Voilà. pour avoir Voilà. le résultat. Oui. Voilà. On n'a pas le droit d'appeler le contribuable, Ah non, bien par sûr que exemple, non. pour lui dire l'avis. Hein. Non, ça, Voilà. on ne peut pas le faire. Ouais. Ce qui se dit En fait, Enfin, en c'est tout une cas, on ne le fait magnifique pas. Enfin, c'est transition avec cette partie, Voilà. puisque là, on parle de l'expert comptable qui siège. qui Donc, siège. Voilà. précédemment, on était l'expert comptable qui vient Accompagner son client. accompagner son client. Voilà. Et là, il y a l'expert comptable qui siège. Voilà. Donc, Oui. toi, tu as ce rôle-là, Ah oui, Delphine, moi, j'ai ce en rôle-là département en et au départemental national. et au national, mais plus souvent au départemental. Alors, là, le processus de désignation des experts comptables qui siègent. Et donc là, là, c'est vrai que c'est le rôle que nous avons à l'ordre, puisque avec on a un service qui s'occupe donc de la commission et de la liste des experts comptables qui peuvent siéger aux commissions départementales. Donc là, on établit une liste. Donc, on demande aux experts comptables qui souhaitent intervenir dans le cadre de ces commissions, de se proposer. Et d'ailleurs, n'hésitez pas, suite à notre conférence de ce matin, eh bien, à poser votre candidature si vous souhaitez participer à ces commissions des impôts, puisqu'on recherche toujours des experts comptables pour pouvoir siéger, que ce soit au niveau départemental et un petit peu aussi au niveau national. Donc, on recherche quelques candidats supplémentaires. Donc, n'hésitez pas à envoyer vos candidatures à l'ordre, au Conseil régional de l'ordre des experts comptables. Donc là, eh bien, nous établissons à l'ordre donc la liste des experts comptables qui peuvent siéger. La condition pour pouvoir siéger, eh bien, c'est d'exercer dans le département, enfin sur le territoire de la commission départementale. Donc, si c'est le 75, si c'est la commission départementale du 75, il faut exercer son activité d'expert comptable dans le 75. Si vous exercez dans le 92 ou le 77, ça va être la commission du ressort de ces départements. Et puis, bien entendu, alors il faut être inscrit au tableau, ça évidemment, et puis être à jour également de ses cotisations. De ces cotisations. Voilà. Ça, Cotisations que vous avez dû recevoir depuis un mois et j'espère que Voilà. vous êtes tous à jour du paiement de vos cotisations que vous avez jusqu'au 31 mars. Merci Voilà. beaucoup Delphine de me tendre cette perche. Je rappelle. Ensuite, cette liste, eh bien, elle est communiquée, alors on la met à jour environ une fois par an. Elle est communiquée aux responsables des commissions des impôts, alors au niveau de chaque commission départementale entre guillemets et nationale. Et puis donc ensuite, lorsque les sessions sont organisées, eh bien le responsable de la commission prend la liste et eh bien choisit en quelque sorte un expert comptable sur cette liste. Alors, il n'y a pas vraiment de critères, si ce n'est qu'on essaye, là, en tout cas pour le département du 75 particulièrement, parce qu'il y a quand même de très nombreuses commissions qui se tiennent, et également pour le national, où on rencontre quand même des sujets spécifiques et parfois très pointus. Donc, on indique la compétence des experts comptables sur certains sujets. Par exemple, au niveau national, on va demander à l'expert comptable s'il est compétent, par exemple, en prix de transfert, en intégration fiscale, enfin voilà, ou sur des secteurs d'activité spécifiques, puisque eh bien pour pouvoir alimenter les débats, il est quand même
mieux, enfin, il est préférable que l'expert comptable ait une compétence sur le sujet en question, évidemment, hein. Donc c'est vrai que pour le 75 et le national, on a demandé aux experts comptables qui sont sur cette liste, eh bien, on leur a demandé s'ils avaient des compétences spécifiques sur certains sujets et afin de faciliter la nomination des experts comptables donc pour siéger aux commissions. Et donc là, eh bien, la commission donc choisit. Après, pose la question à l'expert comptable pour savoir s'il est disponible donc pour siéger à cette séance. S'il est indépendant, évidemment, parce que eh bien, si le contribuable fait partie de ses clients, évidemment, il ne va pas venir siéger. Ou s'il connaît cette entreprise, il ne va pas venir siéger non plus. Donc, vraiment, en tant qu'expert comptable, on vient en toute indépendance siéger à la commission pour être totalement objectif. Participation rémunérée ou bénévole? Non, bénévole. Bénévole. Christine nous demande est-ce qu'il y a une liste de compétences, mais peut-être en fait, donc l'expert comptable fait acte de candidature, oui, c'est fait ça? acte de candidature. On lui demande ensuite. Et peut-être que dans son acte de candidature, il peut peut-être spontanément dire que il a une compétence particulière et donner ses domaines d'activité. Il peut donner, voilà, exactement. Et s'il le fait pas, de toute façon, on va lui poser la question et ensuite, voilà, parce que ça rend plus fluide ensuite le choix de. Et si l'expert comptable est indisponible le jour de la commission? S'il est indisponible, déjà, il faut qu'il le dise dès le départ. Et s'il a un empêchement. Non, mais le jour de la commission, genre il est malade. Oui, il se passe quoi? alors il faut. C'est interdit d'être malade, c'est ça, Delphine? Disons qu'il faut quand même éviter d'être malade. les situations de dernière minute parce que il faut voir que l'entreprise qui vient donc défendre son dossier, le rôle de l'expert comptable est quand même vraiment important pour elle, d'autant plus si c'est une petite entreprise qui vient pas forcément avec un conseil. Il est important que l'expert comptable puisse eh bien alimenter les débats et pouvoir. Même nous, enfin clairement, on compte. On compte vraiment sur la présence de l'expert comptable. Hein. Je le redis. Vous avez eu des commissions où l'expert comptable, a eu un accident de voiture sur le chemin. Arrivé, oui, alors comment ça vous peut faites? arriver. Et comment vous faites? Dans ce cas-là, la commission parfois m'appelle en me disant comment on fait, voilà. Donc ça m'est déjà arrivé. C'est rarement quand même, mais de venir siéger au dernier moment, ça m'est arrivé. En effet, on peut avoir une défection une semaine avant. Voilà. Donc, dans ce cas-là, moi, je sollicite quelqu'un d'autre. Voilà. Même, c'est arrivé, la veille, on peut encore essayer de trouver quelqu'un. C'est plus compliqué parce qu'en fait, puis il faut bien comprendre évidemment que c'est pas très solliciter quelqu'un comme ça, c'est pas. Oui, voilà, c'est un peu ennuyeux. Il faut prendre connaissance du dossier, etc. Puis voilà, c'est. Néanmoins, donc le quorum pour une séance, c'est 50% des membres présents, incluant le président. Donc, évidemment, c'est pas la même chose s'il n'y a pas d'expert comptable, mais ça n'empêche pas la séance d'avoir lieu. Voilà, la commission lieu. peut valablement siéger si l'expert comptable n'est pas là. Il n'y a pas de défaut de procédure, mais c'est dommage pour le contribuable. En tout cas, nous, c'est vraiment parce que l'expert comptable apporte un éclairage et qui peut aller quand même en faveur. Nous, service des commissions, nous comptons en fait sur le sens des responsabilités. Donc, nous ne demandons pas évidemment de justificatif. Quand quelqu'un me dit je ne pourrais pas siéger, je ne lui demande rien. Je considère que s'il ne vient pas, c'est parce qu'il a vraiment une très bonne raison, donc je l'accepte. Mais en effet, c'est pas. Voilà. Donc on peut avoir évidemment. On peut, oui. Bien sûr, on peut avoir évidemment des urgences, mais si on peut vraiment éviter, en tout cas, dans la mesure du possible. Je comprends là en conclusion, c'est que vraiment l'expert comptable a un rôle déterminant dans cette commission. Oui, moi je trouve parce que même on peut échanger avec l'expert comptable, parce que pas avec l'expert comptable, avec l'entreprise, qui parfois il y a parfois une incompréhension de sa part sur ce qui lui est reproché. Enfin, moi je l'ai déjà vu, surtout en commission départementale. Une petite entreprise, elle vient, elle comprend pas toujours exactement la position de l'administration fiscale. Et c'est vrai que nous, en tant qu'experts comptables, ça fait partie de notre activité. On a l'habitude d'échanger avec nos clients. Donc, on peut peut-être plus facilement avoir un dialogue avec lui, expliquer les choses, expliquer aussi à l'administration fiscale le point de vue, la position du client. Donc, on a vraiment un rôle à jouer
donc dans le cadre des échanges, à mon avis. Alors, on va peut-être, il nous reste 10 minutes. Ah oui, Je oui, sais oui. pas Alors si on avance. on est bien ou pas dans le timing. Alors on va parler, là je pense qu'on a Ça, déjà, on l'a déjà parlé un dit. peu de ces Voilà. sujets. Quelques chiffres. Donc là, au niveau des séances, donc on a, on s'est procuré les chiffres de l'année 2023 du nombre de séances par département. Alors, vous voyez que Paris, 55 séances par an, ça c'est la commission de Paris, hein, pas la commission nationale. Bon, évidemment, on a un nombre bien plus important que dans les autres départements. Et encore, on a vu une baisse importante entre, je me souviens, les derniers chiffres qu'on avait, c'était 2019, qui était quasiment du double et dans tous les départements. Donc, c'est pas que Paris, mais on avait beaucoup plus de commissions auparavant qu'en 2023. Ça s'explique ou pas Je pense que c'est dû au confinement, déjà. Oui, Oui, le peut-être. Covid. Oui, Ouais. qui s'est étendu en Oui. fait. Oui, parce qu'en fait, ce qu'il faut voir, c'est que pendant toute la période du Covid, il n'y a pas eu de contrôle fiscaux, enfin beaucoup moins, en tout cas. Enfin, pas pendant le confinement, il n'y en a pas eu. Après, ça a repris doucement. Après, il y avait quand même un stock de dossiers pour les contrôleurs à traiter. Et ce qui fait que peut-être là, en 2023, on a eu assez peu il y a eu assez peu de séances. Alors, je ne sais pas Alors, si il y en a plus 2024. de transactions aussi, peut-être, Oui. avant, Non, mais il est avant vrai l'avis, qu'avec le avant la délai séance. et l'échéancier que tu Oui. as mis, Oui. là, en 2023, si, tu vois, c'est peut-être des contrôles fiscaux de 2019-20. Oui, c'est ça. Donc, En fait, dans le timing, comme on a 3 ans après, c'est ce que disait madame. En fait, là, c'est ça. on est dans des contrôles qui se faisaient en 2019-2020 avec des propositions de rectification dans ces eaux-là. Il y en a peut-être beaucoup moins. Oui, 2021, 2022. Oui, donc, ouais. On en aura peut-être plus en 2024. J'espère que ça va repartir. Oui. Mais nous, on n'espère pas du tout. Non, on n'espère pas on du tout. n'espère pas, mais voilà. Non, mais en tout cas, enfin, on espère dans le sens où il est toujours quand même mieux de venir devant la commission si on a un sujet sur lequel on souhaite se défendre. Il vaut mieux venir que de ne pas venir. Voilà. Bon, alors, quelques chiffres qui concernent plus particulièrement Paris et le national, la commission nationale. Madame Batz, je ne sais pas si vous voulez commenter. Oui, donc, concernant les avis favorables à l'administration, donc, il y a une différence entre la commission de Paris et la commission nationale. Pour les avis favorables à l'administration, il y a 80% pour la commission de Paris qui sont favorables à l'administration. Pour la commission nationale CNI, c'est un peu moins, c'est 46%. Avis partiellement favorable pour la commission de Paris, c'est 14%. Et la commission nationale, c'est 20%. Ensuite, les avis totalement défavorables, c'est 5% pour la commission de Paris. Et pour la commission nationale, c'est 34%. Et les incompétences, donc là, c'est en nombre de dossiers. 18 dossiers pour la commission de Paris, 1 dossier pour la commission nationale. Et le désistement, il y a 22 dossiers en commission de Paris et 8 dossiers en commission nationale. Est-ce que ça veut dire que lorsqu'on est dans la commission de Paris et qu'on vient défendre un client, on a 5% de chance d'avoir un avis favorable? Alors, Voilà. généralement, il y a quand même un avis alors totalement favorable pour l'entreprise. Effectivement, c'est assez peu. Maintenant, il faut voir aussi partiellement favorable. Oui, bon, ça fait 20%. Ça fait 20%. D'accord, mais oui. Alors, c'est vrai que la différence entre le départemental, ou Paris, et le national s'explique par la différence de technicité des dossiers. C'est-à-dire que au national, ce sont les grandes entreprises qui viennent avec des problématiques. Alors souvent, on a des prix de transfert, par exemple, et où là, ce sont vraiment des sujets très techniques et sur lesquels il y a vraiment moyen de discuter. Et c'est ce qui explique peut-être
bon, où là, bon, en plus, il y a des conseils, etc. Donc, il y a plus de situations qui se terminent plutôt favorablement pour l'entreprise. Au niveau du département, alors il y a quand même souvent des sujets de charges qui ne sont pas déductibles et donc en fait ça fait un peu baisser le pourcentage parce que dans ces cas-là, c'est vrai que dans ces situations-là, il y a pas de débat quelque Souvent, part. non, mais il y a débat souvent, c'est pour. assez évident que les charges ne sont pas dans l'intérêt de l'entreprise. C'est vrai qu'il y a de nombreuses situations de ce type. Alors peut-être que voilà, c'est une partie peut-être de l'explication Mais entre les deux. reconstitution de recettes et provision, en théorie, c'est des sujets, je trouve, comme prix de transfert, qui sont sujets à débat. Oui. Et là, Là, sur ces sujets-là, il y a vraiment des débats, effectivement. non, mais d'accord, mais à la fin, c'est 5% d'avis Oui, mais c'est parce qu'il y a favorables. peut-être beaucoup de dossiers Pas où il y a moins de forcément dans ces débats. matières-là. Voilà. Ouais. Les reconstitutions de recettes, il n'y en a pas. Les Il y en a- reconstitutions de il y en a pas des recettes, il n'y en a kilomètres pas carrés. là parce qu'il y Ah oui. avait le confinement. Oui. Donc, Oui. on n'a pas, Il n'y en a pas les beaucoup. vérificateurs ne sont pas allés voir les bars et les restaurants qui étaient Oui, fermés. parce que là, on Ouais. parle des chiffres 2023. Ouais. Oui. Ouais. Et effectivement, il n'y avait pas de restaurant dans les dossiers. Donc, Mais en reconstitution, il y a souvent des avis partiellement favorables. oui, Il y a des- exactement, parce qu'on arrive toujours à négocier, malgré Ouais, tout, il y a des Ah oui. taux. la méthode de ouais. reconstitution. Ouais, puis Ouais. on négocie après le pourcentage. qui est C'est ça, retenu. le pourcentage, la méthode. Oui. Très bien. Alors, en quelques chiffres. Alors là, Alors, les oui. avis suivis par le service, donc oui. c'est pratiquement toujours, puisque oui, c'est suivi en commission de Paris. Les avis qui sont favorables à l'administration, bien sûr, sont suivis par le service. Et ensuite, la CNI, il y a 25% des avis favorables qui sont 25% des avis favorables aux entreprises qui sont suivis. Oui. Très bien. Alors, je vois que le temps On passe. passe. Et on avait une petite dernière partie à propos du process, donc du circuit des documents. Alors, oui. Bon, après, on vous a mis les schémas sur les slides. C'est-à-dire que oui, c'est un petit peu ce qu'on a dit. C'est-à-dire qu'en fait, suite à la saisine par la société de la commission, donc le service vérificateur fait un rapport pour lequel il n'y a pas de délai. Ensuite, lorsque le rapport de l'administration est prêt, eh bien, nous sommes saisis du dossier. Donc là, il y a l'envoi par courrier recommandé avec avis de réception de ce qu'on appelle donc le courrier Loi-Royer, justement le fameux article 1651 qui permet donc à la société de désigner un représentant. Mais évidemment, là, on n'est pas encore dans la période de prévisibilité de la séance. Donc, ça peut être, si c'est un dossier prescriptible, très rapidement. Si c'est un dossier qui est moins urgent, ça peut être plus tard. Ensuite, il y a la convocation accompagnée du rapport de l'administration qui est adressé à la société, donc en général 2 mois avant. Donc le mémoire en réponse doit être adressé donc le plus souvent en version papier et en version dématérialisée, souvent par escale. Et ensuite, voilà, c'était ça. Oui, c'est tout. Oui, voilà, hein, d'accord. Voilà. Et donc, suite à l'issue de la commission, donc l'avis rendu est adressé par le service vérificateur à la société. Oui, donc, ça n'est pas le service des commissions, on l'a déjà dit, donc qui adresse l'avis, mais bien le service vérificateur. Oui. Très bien. Bon, je pense que c'est pas mal. Oui. Enfin bon, la Voilà, procédure. on vous a mis Voilà. la procédure précise, hein, donc vous pourrez en prendre connaissance. Bien sûr, Avec on le vous support, envoie évidemment le support quand vous voulez. le support. Donc, merci à tous de votre participation. Merci. Bien évidemment, Merci beaucoup. j'ai eu l'impression que là, dans la salle, vous n'aviez pas de questions. Donc, Non, j'ai pas de questions. bon, parfait. On a fait comme on pouvait pour vous répondre en ligne. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée à tous. Bon courage pour cette période fiscale et surtout à mes copains de Coaxis qui ont pris peut-être un peu de retard au démarrage. À bientôt pour de nouvelles aventures. Elles sont là sur ce calendrier. Un atelier coaching des
conférences sur le chiffre d'affaires de votre cabinet, là c'est le club DAF, des conférences sur l'arbitrage, un webinaire sur l'annuaire et le e-reporting dans les prestations de services qui vous est proposé par la commission innovation, des ateliers pour les jeunes experts comptables où là on va faire un petit focus chat GPT, et il y a une autre page, Delphine, si tu veux bien. Pardon. Normalement, il y a- Oui. Voilà. pardon. Les entreprises en difficulté le 14 mai et la fameuse opération Allo Impôt qui commence le 22 et le 23 mai. Vous savez qu'on a besoin de vous et si vous voulez faire partie de ces experts comptables qui vont répondre aux contribuables pour les aider à remplir leur impôt sur le revenu, c'est Allo Impôt qu'il vous faut. Merci beaucoup à tous et très bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.